Deux hommes étendus sur le palier du 3e étage, dans cet immeuble du 76 rue de Rochechouart. Deux hommes qui dorment, là, devant cette porte, devant la porte d'un appartement de l'immeuble. Deux hommes qui s'appellent Belin et Brandenberger, deux hommes qui, tous les deux, sont inspecteurs de police. Pourquoi ont-ils dormi là? Eh bien parce qu'ils savent qu'à l'intérieur de l'appartement, il y a un gibier de choix. Ils n'ont pas pu l'arrêter la veille au soir parce qu'ils sont arrivés après le coucher du soleil. Et là, maintenant, pour l'arrêter, ils attendent l'aube légale. Et curieusement, ce sont les premiers rayons du jour qui, par la fenêtre de l'escalier, frappent ce palier qui va les réveiller. Ils regardent leur montre, ils attendent. Voilà l'heure, il se lève. Il sonne. Rien. Il sonne de nouveau, plus fort, plus longuement. Un long silence et enfin, comme venant du fond de l'appartement, un pas. Une voix derrière la porte. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez ?» L'un des inspecteurs. « Je veux parler à monsieur Guillet. » Un silence comme s'il y avait une hésitation derrière la porte et puis un bruit de verrou. La porte qui s'entrouvre et aussitôt l'un des inspecteurs qui la bloque, cette porte, avec son épaule. Et ce que voient les inspecteurs dans la pénombre, là, dans l'appartement, c'est d'abord un crâne et une barbe. Une question, vous êtes bien Henri-Désiré Landru? Non. Je suis Lucien Guillet, ingénieur. Ça va, dit l'un des inspecteurs, ça va. Il faut nous suivre, on a des choses à se dire. Ils sont entrés et ils voient mieux l'homme qui n'est pas grand, malingre, avec cette calvitie et sur le crâne lisse. C'est la lumière de la petite lampe, là-haut, qui brille. Et puis cette barbe sombre, avec des reflets roux. Et ce regard, les yeux noirs étranges, ce regard fixe, qui semble dévorer l'interlocuteur. Et plus tard, Dieu sait si les journalistes parleront de ce regard, on dira un regard de loup. Certains diront un regard de fakir. Et voilà que d'une pièce qui ouvre là dans le vestibule surgit une jeune femme en chemise, jolie, apeurée, qui regarde tout cela et... Les policiers disent « Madame, il faudra nous suivre, vous aussi. » Alors ils s'habillent l'un et l'autre. Et au moment de partir, tout à coup, l'homme ouvre un tiroir, sort un paquet de cigarettes et dit aux inspecteurs « Pardon, messieurs, j'ai été éveillé trop brusquement, voyez-vous. Un réveil brusque m'enlève mes moyens, j'ai omis. Pardonnez-moi de vous offrir des cigarettes. » Une voiture attend en bas. Ce sont des hommes de la première brigade mobile. Et oui, les brigades mobiles qui viennent d'être fondées par Clémenceau. Les brigades du Tigre, vous les voyez depuis des années sur vos écrans, sur Antenne 2. J'ai une lettre commandée pour vous. Je signe à votre place.
place. J'ai bien fait. Et ils ont des voitures. Et on roule à toute allure vers la rue Greffule, où est le siège de la première brigade mobile. Et là, l'homme est propulsé au premier étage, toujours avec la jeune femme, dans le bureau du commissaire d'hôtel. Il est jeune, le commissaire d'hôtel, un peu dégingandé, volubile, ils sont tous jeunes à la première brigade mobile. Et il salue avec un sourire l'homme qui vient d'entrer, sa barbe, sa calvitie, sa gouaille, son regard ironique. Bonjour, Henri Désiré Landru. Pardonnez-moi, monsieur le commissaire, il y a erreur. Je me nomme Lucien Guillet, je suis ingénieur originaire de Rocroi. Sûrement, dit le commissaire d'hôtel, sûrement, monsieur Landru, et il lui glisse une fiche sur un carton. Et il y a tout le pédigré d'Henri Désiré Landru. Il est né en 1869 à Paris, rue de Puebla. Fils d'un chauffeur et d'une couturière en chambre. Bonnes études primaires supérieures chez les frères. C'est le temps où il sert la messe comme sous-diacre. Service militaire, et au retour du service, il épouse la fille d'une blanchisseuse qui lui donnera 4 enfants. Et puis il vivote, il travaille chez un architecte, chez un plombier. Il ouvre une petite affaire de cycle où il se ruine. Il est couvert de dettes, alors par une petite annonce, il engage des commis avec bicyclette, dit l'annonce, et tous les commis qui se présentent, il les envoie faire une course, mais à pied, et il vole la bicyclette. C'est très simplé comme escroquerie, c'est sa première condamnation. Et désormais, il sera condamné régulièrement pour escroquerie, la première en 1904, et puis presque tous les ans. 1 an de prison, 2 ans de prison, 3 ans de prison. Voilà le pédigré d'Henri Désiré Landru. Et comment l'a-t-on trouvé? Eh bien parce que Guillet, eh bien c'est l'un de ces pseudonymes qu'on connaît à la police. Sur la fiche, Guillet a renvoyé à Landru. Et Landru repose la fiche sur le bureau de l'air de quelqu'un qui est tout prêt à comprendre la plaisanterie. Mais le commissaire d'hôtel ne plaisante pas. Dites donc, Landru, il faudrait tout de même nous dire ce que vous avez fait de Madame Colombe et de Madame Buisson. Étonnement superbe sur le visage de Landru. Madame comment? Madame Colombe et Madame Buisson. Vous avez vécu en concubinage avec elles deux successivement, Landru. Et puis du jour au lendemain, l'une et l'autre, l'une après l'autre, elles ont disparu. Et Landru intervient. Mais écoutez, monsieur le commissaire, je sais bien que je ne suis pas tout blanc, mais vous n'allez quand même pas m'accuser maintenant d'avoir fait de la traite des Blanches. Vous n'allez pas m'accuser de les avoir envoyées en Amérique du Sud. Non, Landru, dit le commissaire d'hôtel, je vous accuse de les avoir assassinées. Oh. Et là, Landru est au comble de l'étonnement, presque joyeux. Il s'amuse beaucoup. Mais, monsieur le commissaire, m'inculper d'assassinat, vous ne trouvez pas ça drôle? Faudra me montrer les cadavres. Et voilà. Dès le premier entretien, Landru a défini sa défense. Montrez-moi les cadavres. Levez-vous. Mais voilà, on fouille Landru. Et on trouve un carnet. Et bien sûr, le commissaire d'hôtel commence à tourner les pages fébrilement. Et sur une page, il trouve une liste. Il n'y a rien, il n'y a pas madame, il n'y a pas monsieur, il n'y a pas de prénom, rien du tout, des noms. Il y a 11 noms. Et dans ces 11 noms, il trouve le nom de Colombe et le nom de Buisson. Le nom de ces 2 femmes, justement, qui ont disparu et pour lesquelles on recherche Landru. Mais elles sont au milieu des autres. Et tout à coup, le commissaire d'hôtel se dit, mon Dieu, mais ces 2 femmes, nous en connaissons 2. Mais alors, il y en a peut-être 11.
Et il regarde Landru et il dit, c'est 11 personnes. Vous les avez également tués, Landru. Et Landru le regarde encore. Il y a toujours cette ironie extraordinaire sur le visage de Landru. Ce mépris amusé dans son regard. Et il dit 11 personnes maintenant, monsieur le commissaire. Bon, c'est suffisant. Je ne parlerai plus qu'en présence de mon avocat. Et on ne pourra plus tirer un mot de lui. Quant à la jeune personne, elle déclare qu'elle s'appelle Fernande Segret, qu'elle a rencontré quelque temps plus tôt Landru, qui s'appelait Guillet, dans un tramway, et puis que monsieur Guillet lui a parlé. Il était tellement convenable, tellement bien élevé. Je l'ai suivi, j'ai habité avec lui. Mais je ne sais rien d'autre. Mais elle est évidemment de bonne foi, Fernande Segret. Alors, voilà, Henri-Désiré Landru va entrer dans l'histoire. Et au moment où ils vont être séparés, Fernande Segret et lui, elle pleure, elle sanglote. Lui, il la serre dans ses bras avec indulgence et, s'éloignant d'elle, il se met à chanter l'air fameux de Manon, « Adieu notre petite table ». Et c'est toujours en chantonnant qu'il s'éloigne vers son destin. Et le commissaire d'hôtel dira le lendemain aux journalistes, « Écoutez, moi, dans ma vie de policier, j'en ai vu déjà beaucoup. Mais ça, jamais. On en était tous estomaqués. » Eh bien oui, il va estomaquer longtemps les policiers, la justice et l'opinion, monsieur Henri-Désiré Landru. Il faut se souvenir du climat qui règne en France en avril 1919. Les Français ne parviennent pas à comprendre, à admettre qu'ils ne sont plus en guerre. Les hommes qui sont rentrés du front n'oublient pas l'enfer. Ils se réveillent la nuit dans d'affreux cauchemars. La boue des tranchées, les cadavres des camarades dans leurs bras, tout ça, c'est trop proche. Et puis, on publie les chiffres des pertes. 1 500 000 jeunes Français ne rentreront jamais. Ils sont enterrés pour toujours dans la boue, là-bas, des champs de bataille. On nous dit qu'il y a 10 millions de morts pour l'ensemble des belligérants. Ça ne console pas les familles farouches qui, dans les villes, les villages, jusqu'au fond des campagnes, pleurent en silence. Et puis il y a aussi la difficulté de retrouver la vie de chaque jour. Il y a aussi les femmes que l'on renvoie chez elles, qui avaient travaillé pendant 4 ans. Beaucoup de difficultés. Et le climat est dur, il est lourd. Et puis il y a ces hommes qui préparent la paix. Il y a Wilson, l'Américain, Orlando, l'Italien, Lloyd George, l'Anglais, Clemenceau, le Français. Ils sont enfermés depuis des jours et des jours pour rédiger le traité de paix que le monde attend. Les souvenirs de la veille, les angoisses du lendemain, voilà le climat d'avril 1919. Et c'est dans ce climat que tout à coup, dans le petit journal, c'est un vieux de la vieille, un journaliste nommé d'Anglure, il était là justement le soir même à la première brigade mobile, il a été le premier à publier l'information, et quand on va voir les titres du petit journal, le Barbe Bleue de Gambé, alors tous les rédacteurs en chef enverront leurs reporters, on sent que c'est une énorme affaire, et là le commissaire d'hôtel va leur raconter à tous une étrange histoire. Tout était parti en fait de Gambé. Vous savez où est Gambé? C'est un petit village non loin de Montfort-la-Maurie, à cette époque, un tout petit village. Et le maire a reçu un beau jour une lettre où il était question d'une dame Colombe. C'était une famille qui posait la question suivante au maire. Madame Colombe, fiancée à un certain monsieur Dupont, avait suivi monsieur Dupont dans sa maison de Gambé. Et puis, un beau jour, Madame Colombe n'avait plus jamais donné de ses nouvelles. C'était tout de même curieux, la famille s'alarmait,
est-ce que vous, monsieur le maire, vous savez quelque chose de Madame Colombe? Et puis le maire ne savait rien de Madame Colombe. Monsieur Dupont, il a répondu qu'il ne savait rien. Et puis quelques semaines plus tard, nouvelle lettre au maire de Gambé. C'était une mademoiselle Lacoste qui écrivait à propos de sa sœur, Madame Buisson, Madame Célestine Buisson. Et Madame Célestine Buisson avait été fiancée avec un certain monsieur Frémier, lequel possédait une maison à Gambé. Elle avait suivi son fiancé à Gambé, et un beau jour, elle n'avait plus donné du tout de ses nouvelles. Mademoiselle Lacoste s'étonnait. Elle dépeignait la maison, et le maire a tout de suite reconnu la petite maison en plein champ qui appartenait à un certain monsieur Tric, TRIC. Alors il a trouvé ça curieux quand même que deux femmes, ayant suivi chacune leur fiancé, l'une un certain Dupont, l'autre un certain Frémier, aient disparu toutes les deux à Gambé. Et ce brave homme de maire a simplement écrit à mademoiselle Lacoste en donnant l'adresse et l'identité de la famille de la première, de madame Colombe, en disant ben, réunissez-vous à deux familles et voyez ce que vous pouvez faire. Et les deux familles, celle de madame Buisson et celle de madame Colombe, se sont réunies. Et le résultat a été une plainte contre X déposée pour la disparition de ces deux femmes. Et puis on a ouvert une enquête. La première chose, on est allé voir monsieur Tric qui a dit ben oui, j'ai loué cette maison à un certain monsieur Dupont, j'ai même son adresse, rue d'Arnétal à Rouen. On est allé voir à Rouen, rue d'Arnétal, on ne connaissait pas monsieur Dupont, c'était une fausse identité. Donc on en était là, mais les deux familles, aussi bien Colombe que Buisson, dépeignant l'une monsieur Dupont et l'autre monsieur Frémier, dépeignaient le même personnage, avec ce crâne dénudé, cette calvitie presque agressive, et puis la barbe. Cette barbe noire au reflet fauve. Bon, c'était probablement le même, mais où le trouver, on n'avait plus de moyen de le découvrir. Alors la police a décidé d'attendre. Vous savez, la patience, c'est une arme importante en matière de police. Elle est plus souvent récompensée qu'on ne le croit, cette patience, et cette fois-là en tout cas. Parce que le 11 avril 1919, une femme, Madame Bonnour, qui est une amie de Madame Buisson, et qui, comme les amis et les parents de Madame Buisson, est désolée qu'on n'ait plus de nouvelles d'elle, et elle s'inquiète. Elle connaît l'histoire, le barbu. C'est avec le barbu que Madame Buisson est partie, on ne l'a plus revue. Et rue de Rivoli, elle voit sortir d'un magasin qui s'appelle Les Lions de Faïence, le barbu, le chauve barbu, elle le voit. Célestine. Il faut dire qu'il est reconnaissable, ce personnage. Elle se dit, je vais le suivre. Elle le suit tout le long de la rue de Rivoli, elle arrive au Châtelet, et là, est-ce que l'homme a senti qu'elle le suivait? Un autobus passe, il saute sur la plateforme, impossible de le rejoindre. Alors Madame Bonnour va raconter toute l'affaire à Mademoiselle Lacoste, vous savez bien, la sœur de Madame Buisson. Et Mademoiselle Lacoste appelle la première brigade mobile. Et elle dit, l'homme est sorti il n'y a même pas une demi-heure du Lion de Faïence, rue de Rivoli. Ne vous inquiétez pas. Avec un peu de chance, il doit la passer commande. J'arrive. Allons-y. Il y a un inspecteur Icou. Est-ce que vous avez vu un chauve et barbu acheter quelque chose? Oui, dit une vendeuse. Qu'est-ce qu'il a acheté? Un service de table. On doit d'ailleurs lui livrer. Il a versé des arts. Bon, alors vous connaissez son identité? Oui, il a même laissé sa carte de visite. Et elle tend la carte de visite. Lucien Guillet, 76, rue de Rochechouart. La suite, vous la connaissez. À l'aube, le soi-disant Lucien Guillet est arrêté. Voilà ce que raconte le commissaire d'hôtel aux journalistes. Et vous les avez, les cadavres, demandent les journalistes. Bien sûr qu'on ne les a pas. Et même, nous n'avons que 2 femmes sur les 11 noms du carnet. Alors comment allez-vous faire? C'est notre travail, a dit l'hôtel. Ce qui va permettre à la police et à la justice d'arriver au but,
c'est Landru lui-même. C'est l'extraordinaire sens de l'ordre qu'avait Landru. Landru a tout gardé. On va trouver à son domicile rue de Rochechouart, puis dans le garage qu'il louait rue Maurice à Clichy, des centaines, des milliers de lettres, d'enveloppes, de carnets de comptes, d'agendas, d'itinéraires, tout cela admirablement classé. Landru est un méticuleux. Ce sont les archives générales, non pas du crime, mais d'un criminel. Jamais la police n'avait vu une chose pareille. Peut-être n'en reverra-t-elle jamais de semblable. Alors on commence à se dépêtrer au milieu de ces papiers. Il y a plusieurs policiers qui fouillent, qui classent, qui réunissent, qui tirent des déductions. Et on s'aperçoit que l'idée originale, elle est née en 1909 à Lille. Il a déjà été condamné pour escroquerie, Landru. Mais à cette époque-là, il passe une petite annonce dans un journal local. Vous voyez, ça y est, la petite annonce. Ça, c'est l'idée initiale. Annonce matrimoniale, bien sûr. Et il y a des femmes qui répondent. Et parmi ces femmes, il y a une jeune femme qui, très vite, est séduite par Landru parce que la constante de cette affaire, c'est que Landru n'a qu'à paraître et toutes les femmes lui tombent dans les bras. C'est comme ça. Bon, cette jeune femme est séduite par Landru. Il la convainc de lui remettre ses économies. Et il disparaît avec les économies. C'est très simple. L'ennui, c'est la suite. C'est que la femme, elle risque de déposer plainte, ce qui s'est passé. Alors, si on continue dans cette voie-là, il faut empêcher la femme de déposer plainte. Il faut même l'en empêcher d'une manière définitive. Voilà. Vous avez compris, mais lui aussi, il avait compris avant vous. Alors, on trouve dans ses archives la trace d'une certaine Jeanne Cuchet. Elle est en tête de liste. Vous vous souvenez de la fameuse liste? Ça commence par Cuchet. Alors, cette Jeanne Cuchet, eh bien, curieusement, elle n'a pas connu Landru par une petite annonce. C'est une veuve. Vous savez, toutes ces femmes, en général, sont des veuves tournant entre 39 et 55 ans. C'est une veuve et le veuvage lui pèse. Et elle travaille dans un bureau. Elle ne gagne pas beaucoup d'argent, mais enfin, elle est à son aise, elle a un peu d'économie. Et elle se promène un jour au Luxembourg et un monsieur distingué, charmant, avec une barbe bien taillée, une calvitie, mon Dieu, qui le rend encore plus attirant, pourquoi pas. Et il l'aborde. Raymond Diard, puis-je me permettre de faire quelques pas en votre compagnie? Et cette Madame Cuchet est une femme très honorable. Elle vit avec son fils, qui a 17 ans, qui est vendeur dans une chemiserie. Elle ne répond pas aux gens qui lui adressent la parole, mais tout dépend de la manière. Et ce monsieur qui se présente comme monsieur Raymond Diard est si bien élevé. Alors elle répond. Et voilà, c'est commencé. Et au bout de quelques semaines, elle annoncera à son entourage, à sa famille, à ses amis, qu'elle a eu la chance de rencontrer un ingénieur célibataire d'une cinquantaine d'années, un homme remarquable. Un homme qui a de la fortune. Ça compte, vous savez, dans les années 1900, la fortune. Et qu'elle est fiancée. Et oui, un jour, M. Raymond Diard est arrivé. Il est arrivé avec une petite boîte, il a ouvert cette boîte, il y avait une bague de fiançailles. Et Madame Cuchet, toute émue, toute bouleversée, et son fils aussi, parce que la mère et le fils André sont très étroitement liés. Et elle annonce à son fils, tu vas avoir un excellent beau-père. Alors ils vont se marier, et puis voyez-vous, malheureusement, les papiers de Raymond Diard n'arrivent pas. Ça aussi, c'est une constante dans l'affaire Landru. Il y a toujours un ennui, les papiers n'arrivent pas pour le mariage doit être retardé. Et pour cause, puisqu'il est marié. Il est marié, Landru, et sa femme vit à Clichy, sa femme et ses 4 enfants. D'ailleurs, il est très bon père. D'ailleurs, il est très bon mari. Il n'habite pas avec sa famille, mais la famille sait pourquoi. Il est poursuivi, il est recherché, il ne peut venir que de temps en temps. Mais chaque fois qu'il arrive, il apporte des cadeaux, de l'argent.
Landru, pour sa famille, c'est un Père Noël, avec cette différence que le Noël, pour la famille Landru, eh bien, ça arrive plusieurs fois par an. Qu'est-ce que c'est que cette peau? Un cadeau. Un cadeau? Alors que je n'ai pas de quoi payer le boucher. Tiens. J'ai vendu un meuble au vieux Louis. Quant au pot, c'est un héritage de ma cousine Berthe. Encore? Je n'y peux rien. Toutes mes cousines étaient amoureuses de moi. Un beau jour, il annonce à Madame Cuchet que puisqu'ils s'aiment tant tous les deux, eh bien, c'était peut-être pas la peine d'attendre le mariage. Les papiers vont finir par arriver. Pourquoi ne pas aller vivre à la campagne, dans la maison qu'il a louée à La Chaussée, dans la région de Chantilly? Et elle accepte parce qu'elle l'aime profondément. Et elle y va. Lui, il apporte une vieille cantine avec quelques habits, elle apporte toutes ses économies. Et puis le 2 août 1914, c'est la guerre. Landru disparaît. Il a placé les économies de Madame Cuchet dans une banque à Chantilly, à son nom, 5000 francs, il les emporte, et voilà Madame Cuchet qui est toute seule et qui est désespérée. Et voilà que son beau-frère arrive, et sa sœur, ils disent, mais on n'avait pas confiance dans ce barbu, tu t'es laissé avoir, c'est un aventurier, et elle, désespérée, elle rentre à Paris, en se disant, mon Dieu, c'est vrai, c'est un sale individu, mais voilà, une femme amoureuse. Et elle pense toujours à ce monsieur Diard, et pourtant elle sait la vérité. Le beau-frère l'a forcé, la vieille cantine, et il a trouvé un livret de mariage au nom d'Henri Désiré Landru. Il ne s'appelait pas Diard, et en plus il était marié, et il avait des enfants. Et le beau-frère a dit, mais enfin, tu vois, tu as été dupe. Sois heureuse que ça n'ait pas été plus loin. Et c'est vrai, mais tout de même, il est si séduisant, le soi-disant Diard. Et comme elle a son adresse à Malakoff, elle y va, elle va rôder pour avoir de ses nouvelles, et on l'est attendri. Et Landru, qui va de temps en temps à Malakoff, apprend qu'elle est venue. Et un beau jour, il sonne à son domicile parisien. Elle ouvre, elle le voit, elle dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Allez-vous-en! Il dit, mais comment? Comment m'en voudrais-tu? Ça, c'est Landru. Mais enfin, tu m'as trompé, tu es marié, tu as des enfants, tu m'as pris mon argent, mais comment? Malentendu affreux! Je suis parti le 2 août 14. N'as-tu pas entendu parler de quelque chose qui s'est passé ce jour-là? Et la guerre? Il fallait bien que je m'occupe de mes intérêts, de ma situation militaire. J'avais besoin d'argent, j'ai pris de l'argent à mon compte. Je croyais qu'il y avait suffisamment d'intimité entre nous pour que je puisse nous emprunter un peu d'argent. Alors tu ne m'aimes pas? Oh, alors Madame Cuchet est quand même très ébranlée. Elle dit, mais enfin, pourquoi m'as-tu caché que tu étais marié? Oh, mais c'est pour ne pas te faire de peine, ma chérie. Je suis en instance de divorce, alors comme je vais divorcer bientôt, je ne voulais pas que tu sois triste. Je voulais tout annoncer en même temps, mon divorce et notre mariage. D'ailleurs, je vais t'amener mes filles. Et le lendemain, il arrive avec 2 ravissantes fillettes de 11 et 12 ans. Alors elles font. Et Landru dit, mes enfants, voilà votre future mère. Alors elle pleure, elle se jette dans les bras de Landru, les petites filles s'en vont. Or, ces petites filles ne sont pas du tout les filles de Landru, qui sont à l'époque de grandes adolescentes, il les a simplement empruntées pour la circonstance. Alors maintenant, Madame Cuchet est de nouveau follement amoureuse de Landru, elle estime que tous les malentendus sont dissipés. Quand son beau-frère et sa sœur arrivent en disant, mais enfin, tu es folle, elle se brouille avec eux. Et ça, c'est une des forces de Landru. Il va brouiller successivement toutes les autres femmes avec leur famille parce qu'il ne veut pas que ces femmes-là puissent être recherchées par leur famille. Entre-temps, il a loué une maison à Vernouillet. Une maison qui a un nom anglais, The Lodge.
Et il propose à Madame Cuchet de l'y emmener, avec son fils. Et le fils quitte sa situation de vendeur dans la chemiserie, et il part. Mais auparavant, on est allé chercher les meubles de Madame Cuchet dans une voiture de déménagement. On les a portés à Vernouillet, et la maison sera désormais meublée par les meubles de Madame Cuchet. Et une voisine verra Madame Cuchet avec son fils André habiter quelque temps la maison de Vernouillet avec Monsieur Cuchet. Ben oui, parce que pourquoi pas, ben maintenant il se fait connaître sous le nom de Monsieur Cuchet. Et il a dit à la personne de l'agence de location qui lui a loué la maison, « Oui, ma femme est première dans une maison de couture. On vient de lui faire une offre très intéressante, elle va partir pour l'Amérique. » Autre constante chez Landru, ces femmes doivent toujours partir très loin. Et du jour au lendemain, les voisins de Vernouillet ne voient plus du tout ni Madame Cuchet, ni son fils. Et Landru se présentera dans une banque pour toucher un titre qui appartient au jeune André Cuchet. Il se présentera avec les papiers du jeune André Cuchet. Et à quelque temps de là, vous savez, le bon Père Noël, Landru, il arrive dans sa famille et il tire de ses basques comme un prestidigitateur une montre en or de femme qu'il donne à son épouse. Et puis, comme son fils Maurice va être mobilisé, nous sommes tout de même en pleine guerre, eh bien, il lui donne des babioles, des bagues, des montres, des objets divers, en disant, quand tu partiras, mais tu n'as qu'à vendre tout cela, il est temps que tu apprennes à faire du négoce. Et puis, dans les jours suivants, il y aura bien d'autres obligations et titres ayant appartenu à Madame Cuchet qui vont être vendus par Landru. Et plus tard, les meubles de Madame Cuchet, les meubles de Vernouillet, eh bien, on en retrouvera la plus grande partie dans le garage de la rue Maurice à Clichy, soigneusement empilé, rangé, toujours l'amour de l'ordre, répertorié. Voilà la première femme disparue, mais pour faire bonne mesure, elle a disparu en même temps que son jeune fils. Bien sûr, le juge d'instruction, M. Bonin, va interroger Landru sur la disparition de Madame Cuchet et de son fils André. Landru le regarde et M. Bonin a réellement l'impression qu'on se fiche de lui. Elle a disparu, monsieur le juge. Son fils aussi, ah, quel dommage. Vous dites que je les ai tués? Mais montrez-moi les cadavres. On en est toujours là et pourtant on continue à fouiller dans les archives. Et il y a une surprise, c'est le nombre de lettres que l'on y trouve d'amour. Parce que Landru, quand il passe des annonces matrimoniales, et il en passe régulièrement, tous les 2 mois à peu près le même texte, célibataire, à son aise, 4000 francs de revenus, cherche mariage, personne en rapport. Alors il reçoit des lettres. Alors ce qui est étonnant, c'est la manière dont il les classe. Parce qu'il y a des dossiers, il y a des casiers, il y a un ordre sublime. Il y a petit revenu. Alors, petit revenu, en somme, il faut voir. Fortune possible. Alors là, c'est plus intéressant. Il y a SF, sans fortune. Alors à classer. À suivre. Et il envoie la même lettre à toutes les femmes, une lettre type, pour amorcer. Puis quand il a reçu la seconde, une seconde lettre, pour les personnes évidemment intéressante, qui aurait de la fortune ou une petite fortune. Il n'est pas ambitieux. Quelques milliers de francs, ça lui suffit. C'est un gagne petit du crime. Alors il y a une seconde lettre qui est un modèle du genre où il parle de sa solitude, de son besoin de tendresse, qu'il est prêt à épancher. Oh, il est à l'abri du besoin, par conséquent la fortune
de la personne qui l'épousera ne compte pas, alors ça fait de l'effet sur les dames. Donc il est à l'abri du besoin. En plus, il a de la tendresse à revendre. Les dames sont toutes prêtes à rencontrer ce monsieur si étonnant. Et alors là, il faut suivre à la trace Landru. Je vous ai dit qu'il a tout gardé. Alors il y a ses emplois du temps. C'est absolument fabuleux. Vous savez, il se donne un mal de chien, ce pauvre Landru. On l'admire. C'est extraordinaire. Ça commence dès 8 heures du matin, au tabac de la gare de Lyon. Il a encore un rendez-vous à 10 heures, un autre à 11 heures, un autre à midi. Ah, il prend la peine de déjeuner, mais tout juste. Ça recommence à 13h30, 14h30, 15h, 16h, 17h, ça finit à 20h, à la gare Saint-Lazare. Bravo, monsieur Landru. Ah oui. Il tient toutes ces femmes en réserve, il faut qu'il puisse choisir. Parce qu'il y a eu des milliers de lettres, mais enfin, il a retenu 283 femmes avec qui il a entretenu des rapports. Et quand le juge, M. Bonin, lui a dit, mais enfin, 283 femmes, Landru. Landru a répondu, 283 femmes, monsieur le juge. Et vous ne m'accusez d'en avoir tué que 11. Mais comme vous êtes indulgent. Et dans la liste, la fameuse liste qu'on va reprendre, eh bien, le nom suivant, c'est Brésil. Brésil. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, Brésil? Alors, le brigadier principal Riboulet, qui est chargé justement de dépister dans cet océan de papier ce qui peut être intéressant, il cherche et il ne trouve pas. Et puis, il trouve quelque chose, c'est que l'une des femmes qui ont écrit à Landru et à qui il a répondu, Madame Labordeline, une veuve dans la cinquantaine comme les autres, qui a été séduite par Landru comme les autres, eh bien, il y a son acte de naissance, là, dans les archives conservées par l'homme à la barbe noire. Et elle est née près de Buenos Aires. Et tout à coup, c'est l'illumination. Riboulet se dit, mais au fond, les Français ne connaissent pas la géographie, c'est quelque chose de parfaitement admis. Et ils connaissent encore moins la géographie de l'Amérique du Sud. Et si Landru s'était trompé, et s'il avait cru que Buenos Aires était au Brésil, eh bien, c'était ça. Et M. Bonin, le juge d'instruction, a pu dire à Riboulet, brigadier, vous avez raison. Alors, Madame Labordeline, c'est la même histoire, je n'entrerai pas dans les détails. Quand Landru est venu la chercher, elle a crié du taxi où elle était déjà montée, elle a crié à la concierge, « Je vous écrirai pour vous donner ma nouvelle adresse. » La concierge n'avait jamais rien reçu. Simplement, à Vernouillet, la voisine, la voyant arroser les fleurs dans le jardin, s'était dit, tiens, le voisin a changé de dame. D'ailleurs, la voisine n'avait pas eu à faire longtemps des observations parce que 3 jours plus tard, on n'avait plus du tout vu cette nouvelle dame. Et le voisin Barbus s'était retrouvé seul dans sa maison de Vernouillet, avec cette différence, c'est que les meubles de Madame Labordeline, Landru va les vendre. Et puis aussi les actions, les titres, les obligations, tout cela, il les vend, on en a la trace, et même il le note dans ses carnets de comptabilité, il les note comme recette. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Et cette même année de 1915, parce qu'il ne faut pas croire que toutes ces femmes se succèdent logiquement. Vous savez, Landru ne répugne pas au travail, il a plusieurs femmes en même temps en train. Alors, avant qu'il ait fini avec l'une, il commence avec l'autre parce qu'il préfère avoir du temps devant lui. Alors, il y a une Madame Guillain qui habite rue Crozatier et qui émerveille son entourage parce que Madame Guillain, elle apprend à cet entourage qu'elle a rencontré un ingénieur riche. Riche, il est riche vraiment. Ah oui, il est riche, et puis alors il est si prévenant, si prévenant, si bien élevé. Vous ne pouvez pas savoir, ma bonne dame. Bon, alors tout le monde, rue Crozatier, est émerveillé. Et puis un beau jour, Madame Guillain part pour Vernouillet. Landru va vous vendre les meubles de Madame Guillain.
et puis aussi les actions, les obligations, les titres qu'elle avait emportés. Et il vend tout cela. Ça n'est pas rien d'ailleurs, les titres de Madame Guillain. Il y en a pour 11 750 francs. Et dites-vous bien qu'à cette époque-là, c'est une somme importante. Mais voyez-vous, il la méprise, Madame Guillain-Landru. Elle n'aura même pas droit à figurer dans la liste sous son patronyme. Il l'inscrira sous le nom de la rue où elle habite, Crozatier. Alors, les enfants de Madame Guillain savent parfaitement qu'elle est allée à Vernouillet, ils ont l'adresse. Alors là, c'est inquiétant. Et Landru estime qu'il faut quitter au plus vite Vernouillet. Il a compris qu'une maison loin de Paris était absolument indispensable à l'exercice de son industrie, d'autant plus qu'il y a cette voisine là-bas qui regarde tout le temps dans le jardin, puis il y a trop de maisons autour. Un soir, il a brûlé dans son jardin une malle. Et il semble bien que cette malle n'était pas vide, puisque s'en est dégagée une odeur pestilentielle et les voisins n'étaient vraiment pas contents. Alors il va chercher une autre maison. Il la cherche longuement et il la trouve, enfin, dans l'été de 1915. Il la trouve à Gambé. Gambé, ce petit village d'où viendra toute l'affaire qui perdra Landru. Et il trouve une maison en plein champ, à 400 mètres de toute habitation, le rêve. Et il loue sur le champ. Il loue sous le nom de Monsieur Dupont. Et savez-vous ce qu'il fait le jour même où il signe son contrat de location? Il va à Oudan acheter une cuisinière. Et il se fait livrer le surlendemain la cuisinière avec 300 kilos de charbon. Tout est prêt pour pendre la crémaillère. Mais voilà, c'est que Landru ne veut pas pendre la crémaillère tout seul. Il va la pendre avec Berthe Héon. Mais oui, c'est la suivante. Bon, veuve, etc. Bon, je ne vais pas à chaque fois vous refaire le même dessin. Et il emmène Berthe Héon à Gambé. Et voilà, c'est que dans ses comptes, puisqu'il y a tout dans ses comptes, même quand il achète un timbre, il le marque, on trouve pour Berthe Héon une singulière mention. Un aller-retour, un aller simple. Bah quoi, il n'y a pas de petites économies, l'aller-retour c'est pour lui. Berthe Héon ne doit pas revenir. Donc, un aller simple. On n'entendra plus jamais parler de Berthe Héon, sinon que, bien sûr, il vendra ce qui lui aura appartenu. La suivante dans la liste, c'est Madame Colomb. Nous la connaissons déjà. C'est elle dont la famille a déclenché toute l'affaire. Alors Madame Colombe, c'est la même histoire. Elle part un jour pour Gambé avec Landru. Elle a emporté ses économies. Et dans les comptes de Landru, nous nous apercevons que, au moment où il emmène justement Madame Colombe à Gambé, il n'a plus un sou. On a vu ses fonds disparaître de jour en jour. Il n'a plus qu'un franc 25. Il était temps. Parce que Madame Colombe disparaît, tout à coup, il a de l'argent. C'est vrai qu'elle avait emporté 2000 francs. Alors d'un seul coup, il va donner 250 francs à sa femme, il va donner 100 francs à son fils, enfin, etc., etc., couvrir de cadeaux ses autres enfants. Ménage, hein, ma chère Catherine, pour tes fantaisies. Mon cher Maurice, pour tes frais d'hiver. Merci, papa. Mon cher Charles, idem. Merci. Ma chère Suzanne, ma chère Marie. Et on s'aperçoit que dans les jours suivants, il vend les titres, obligations et autres de Madame Colomb. Et puis la suivante, c'est une petite boniche de 19 ans.
Elle s'appelle André Bablet. Et là, elle n'a rien. Alors il faut quand même se dire que, quelquefois, Landru n'agit pas seulement par intérêt. Cette petite, il l'a rencontrée dans la rue, c'est pas du tout une annonce matrimoniale cette fois-ci. Elle lui a plu, mais elle était charmante, on dit les témoins. Intelligente, dira sa patronne, une cartomancienne. Cartomancienne qui dira à la police, d'ailleurs, je me suis longtemps demandé ce qu'elle était devenue. Ça fait rire, ce genre de choses. Elle a 19 ans, et elle dit un beau jour à sa patronne, « Madame, je vous quitte, j'ai rencontré un monsieur de 35 ans, il est merveilleux, je l'adore, je fais ma vie avec lui. » Il a 50 ans, mais elle n'est pas très physionomiste, mais ça, c'est l'amour. Et probablement n'était-elle pas du tout promise à la solution finale de Gambé. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Un beau jour, quand même, elle est partie pour Gambé avec lui. Un aller-retour, un aller simple. Et celle qui suivra la pauvre petite André Bablet, eh bien, c'est Célestine Buisson. Célestine Buisson, souvenez-vous, c'est encore une de celles qui a déclenché, par l'intermédiaire de sa famille, l'enquête qui a abouti à l'arrestation de Landru. Eh bien, le même processus, le départ pour Gambé, les meubles, les effets, les titres vendus. C'est à cette époque-là que Landru a rencontré Fernande Segret, jeune, jolie, et dont il est tombé également amoureux. Fernande Segret qui est allée plusieurs fois à Gambé, mais en week-end, et qui est toujours revenue de Gambé. C'est avec Fernande Segret que Landru allait au concert, surtout à l'Opéra Comique. Et Fernande Segret, très ému, dira oh, comme il aimait la musique. En écoutant la musique, en écoutant les chanteurs, il me prenait la main et il pleurait. Et puis après, il y a eu une Madame Jaume, un aller simple, un aller-retour, et puis une certaine Madame Pascal. Il y a un détail sordide pour Madame Pascal. Il vend tout, comme d'habitude. Cette fois-ci, il vend un tapis, un lit, des manteaux, des robes. Un dentier. Bah oui, il va jusqu'à vendre le dentier de Madame Pascal. Et puis, il y a une Madame Marchadier, une ancienne prostituée, fortune faite. Elle a 3 chiens griffons, elle les emmène à Gambé. On les retrouvera plus tard, les cadavres de ces 3 chiens dans le jardin, enfouis. On constatera qu'ils ont été étranglés. Voilà la liste funèbre, voilà la liste définitive. Et quand on répète cela à Landru, il répond avec une obstination toujours ironique. Montrez-moi les cadavres. Ben oui, on n'a toujours pas de cadavres. Et pourtant, on s'est rendu un grand nombre de fois à Gambé, la police, la justice, le parquet, les journalistes. C'était presque un voyage traditionnel pour les journalistes d'aller à Gambé. Alors, M. Bonin, tout de même, a des arguments. C'est que, à Gambé, on a fouillé la maison de fond en comble et on a regardé de près cette cuisinière. Évidemment, c'est une petite cuisinière. Et on s'est dit, mais comment a-t-il pu faire disparaître dans cette cuisinière éventuellement des cadavres? Et on se pose longtemps la question. Il y a des journalistes qui sont sceptiques. Et il y a même un journal qui est L'Œuvre, qui est un journal d'opposition, qui aime les titres amusants, et qui a décrété que l'affaire Landru n'existait pas. Comme il y a eu le 1er mai une grève générale, comme il y a de grosses difficultés déjà politiques, économiques. Le journal L'Œuvre déclare, c'est le gouvernement qui a inventé l'affaire Landru. Il n'y a pas d'affaire Landru. Qu'on montre les cadavres. Et même, vous savez que le grand slogan de cette époque, à propos de tous ces morts de la guerre, c'est de dire « Debout les morts !» On dit ça dans tous les discours électoraux. Alors, un jour, L'Œuvre
invente un titre à propos des fameuses compagnes de Landru qu'on n'a jamais retrouvées. Debout, les mortes. Ben oui, il faut le trouver. Le titre, pas les mortes. Alors voilà. On en est là, et à Gambé, on a retrouvé dans le tiroir de la cuisinière des ossements, c'est-à-dire une poussière d'ossements. Et on a trouvé dans une remise, sous des feuilles mortes, également tout un lit d'ossements. Il y en a des kilos et des kilos et des kilos, et on va les emporter, on va les analyser. Or, la plupart de ces ossements sont des ossements d'animaux. Ossements de poulet, ossements de mouton. Mais attention, on va trouver 990 grammes d'ossements humains. Et ces ossements ont été calcinés. On les a brûlés, après quoi on les a écrasés à coups de marteau probablement, on les a littéralement concassés, mais les experts, ça ne les arrête pas. Ils vont retrouver dans ces débris, ils vont retrouver des fragments de crâne, ils vont retrouver des fragments de pieds, ils vont retrouver des fragments de mains, ce qui permettra au docteur Paul, médecin légiste, de dire mais oui, il a détruit plus particulièrement tout ce qui pouvait aider à une identification, un crâne, des mains, les empreintes, les pieds. C'est plausible. Mais alors, pourquoi a-t-il gardé toutes ces archives? Ça, c'est inexplicable. Personne n'a été capable de l'expliquer. En tout cas, les ossements, on les a, et les experts disent que ces ossements appartiennent probablement à des individus de sexe féminin et qu'il y a là au moins 3 cadavres, peut-être plus. Alors le reste des corps, qu'est-ce qu'il en a fait? Eh bien, un pêcheur dira, il y a beaucoup d'étangs, de cours d'eau dans cette région, qu'un jour, en pêchant, il a vu monter de l'étang dans lequel il pêchait un long paquet, soigneusement enveloppé, attaché, et puis le paquet a flotté, un moment sur l'eau, il s'est englouti. Il faut dire qu'on fouillera ces étangs, qu'on fouillera les cours d'eau, qu'on ne trouvera rien. Mais les pêcheurs de l'endroit diront d'un air malin aux journalistes, vous savez, on a beaucoup de brochets par ici, on a des carpes. Ces bêtes-là, ça a bon appétit. En tout cas, on a l'expertise qui pourrait confondre Landru, mais Landru dit, mais montrez-moi les cadavres. Il reste dans le droit fil de sa défense. Il y a des mots de Landru qu'on cite, vous savez, ça amuse beaucoup la galerie. Il est devenu populaire. Par exemple, un jour, le juge Bonin exhibe des dents. Ben oui, dans ses ossements, on a trouvé des dents entières. Et il les montre dans sa main à Landru. Il dit, voyez, on les a trouvées chez vous, ces dents. Qu'est-ce que vous en dites, Landru? Et Landru, d'un air dégoûté, dit, j'en dis, monsieur le juge, qu'elles sont dans un bien mauvais état de conservation. Il y a eu 3 experts psychiatres qui ont été commis. Eh bien, les résultats ont été négatifs. Au moment de leur interrogatoire, Landru était un homme absolument dépourvu de tout état psychotique, de toute hallucination, de tout manque de contrôle de lui-même. Et on n'a pas pu déceler du tout, au cours de cet interrogatoire, un quelconque signe de psychose. Est-ce que cela veut dire que Landru était un homme parfaitement normal? Je ne le pense pas. Je ne pense pas non plus que les psychiatres qui l'aient examiné les pensaient aussi. Ils jugeaient simplement si Landru était, au moment de ses crimes, en état de démence, ce qui n'était pas le cas. Mais il est bien évident que Landru, tuant, dépeçant, brûlant dans sa cuisinière 10 femmes au moins, et un homme n'était quand même pas un individu possédant des caractéristiques de rigidité de son jugement, mais au contraire présentait toutes les manifestations d'un incontestable psychopathe. Mais tout de même, l'étau se resserre, le filet se resserre, et quand le juge produit les factures de scie que Landru a achetées sans cesse, il renouvelle ses scies presque tous les mois, puis quand ça n'est pas la scie entière, c'est la lame de la scie, et il y a toutes les factures. Toujours le génie de l'ordre et de la conservation de Landru, qui est le père qui est en train de le perdre. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces scies? Évidemment, Landru dit que c'est pour scier du bois, mais on n'a pas besoin de changer sa scie tous les mois. Il faut avoir à scier des choses singulièrement dures pour changer sa scie tout le temps.
Alors on parle de tout ça dans les journaux. Et la popularité de Landru est à son comble. C'est assez curieux, mais c'est ainsi. Il reçoit des centaines de lettres d'amour, des dames. Et oui, ça continue. Et il y a même une femme qui termine sa lettre par cette formule « À toi pour toujours, jusqu'au fourneau ». Évidemment, vous me direz, c'est une blague de carabin, c'est probable, mais il y en a d'autres qui écrivent des lettres très sincères. Je vous sens très seul, je suis moi aussi très seul, mon mari m'a quitté, les hommes me dégoûtent, je pense à vous, dans la solitude de votre prison. C'est tout à fait stupéfiant. Et aux élections législatives, savez-vous qu'on trouvera dans l'urne 4000 voix pour Landru? Mais tout cela s'achève, l'instruction est close, et le procès va s'ouvrir à la fin de l'année 1921 aux Assises de Versailles. C'est le président Gilbert qui va conduire les débats. D'un côté, l'avocat général Godefroy, de l'autre, un ténor du barreau, maître de Morogia-Ferry. Et puis dans la salle, on voit aussi bien Colette que Polaire, on voit aussi bien la duchesse de Valentinois que la princesse Hélène de Grèce. C'est le procès parisien par excellence, on se dispute les cartes d'entrée. Les journalistes sont venus de la France entière, du monde entier. Et il entre, Landru, dans le box. Et il ne déçoit pas. Parce qu'on attend de lui qu'il fasse rire, il fait rire, comme l'avocat général parle souvent de la tête de Landru. Mais enfin, Landru, est-ce que vous vous rendez compte que vous risquez votre tête? Il le dit tout le temps. Et à un moment, Landru dit, écoutez, monsieur l'avocat général, vous parlez tout le temps de ma tête. Je finis par regretter de n'en avoir qu'une à votre disposition. Alors évidemment, les témoins qui défilent. Et Landru qui reçoit des coups sévères. Parce que tous ces témoins viennent dire la même chose, évidemment. Il y a un moment d'émotion, c'est Fernand Segré. Fernand Segré, fidèle à Landru. Et Fernand Segré qui racontait à l'instruction, qui répète à l'audience que Landru l'a vraiment aimé. Et qu'elle n'oubliera jamais cet amour qu'elle n'a jamais connu dans sa vie d'homme qui ait su si bien parler d'amour que Landru. Et elle dira qu'ils lisaient ensemble Alfred de Musset. C'était son poète préféré. Et le juge Bonin lui avait d'ailleurs, à l'instruction, posé cette question que posent tous les magistrats. On y vient toujours. Il dit, mais enfin, mademoiselle, vous avez eu de nombreux rapports intimes avec Landru. Je ne l'ai jamais caché, monsieur le juge. Alors, répondez-moi. Sur le plan sexuel, Landru était-il un anormal? Mais pas du tout, monsieur le juge. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et puis elle s'était mise à rêver un peu. Et elle avait ajouté, mais quelle vitalité! Oui, elle est venue là, elle a pleuré à la barre. Et pour la première fois, Landru a paru ému, sincèrement. Et puis l'instant du réquisitoire, bien entendu la partie civile, bien entendu l'avocat général Godefroy qui réclame la mort, et puis maître de Morogia-Ferry qui se lève. Tout le monde attendait ce moment. Comment allait-il s'en tirer? On savait qu'il avait du génie, un génie oratoire. C'est un artiste, reconnaissait un magistrat, mais le mot artiste était dans sa bouche peut-être péjoratif pour un avocat. Et voilà qu'il parle. Il n'a jamais été si bien inspiré. Et il a la même logique que Landru, messieurs les jurés. On vous demande de condamner cet homme à mort parce qu'il aurait tué 11 personnes. Et on est totalement incapable de vous produire le cadavre d'aucune de ces personnes. Alors je vous dis que vous n'avez pas le droit de condamner. Tant qu'il n'y aura pas un cadavre, vous devez douter, et le doute
doit toujours profiter à l'accusé. Et d'ailleurs, messieurs les jurés, l'accusation a commis une erreur grave. Elle dit que 10 femmes et un jeune homme ont été tués, qu'on ne les a pas retrouvés. Eh bien, je vous dis, moi, que l'une de ces femmes est vivante. Alors, émotion. Dans la salle, on se lève, quoi, comment? Les journalistes, déjà, sont debout pour aller téléphoner. Oui, elle est vivante et elle est ici, au palais de justice de Versailles. Alors là, affolement. Elle est là, messieurs les jurés, derrière cette porte. Elle va entrer. Et à ce moment-là, les 12 jurés, comme un seul homme, regardent la porte. Et maître de Morogiaferi baisse la voix, dit non, messieurs les jurés, elle n'est pas là. J'aurais aimé que l'on retrouve l'une de ces femmes, mais on n'en a pas retrouvé, c'est vrai. Mais quand je vous ai dit que l'une était vivante, vous avez tous regardé la porte. C'est donc que vous croyez en votre âme et conscience qu'il est possible que l'une soit vivante, alors vous n'avez pas le droit de condamner mon client. C'est fort. Mais à ce moment-là, quelqu'un va faire remarquer que si tout le monde dans la salle a regardé la porte, quelqu'un s'est bien gardé d'y porter les yeux, et c'est Landry. Alors il suppliera maître de Morogiaferi que l'on épargne l'homme qui est dans le box. C'est un voleur, c'est un escroc, je vous l'accorde, messieurs les jurés. Vous n'avez pas la preuve qu'il soit un assassin. Il se rassied. Délibération, oui à toutes les questions. La mort pour Landry. Il en reçoit la nouvelle avec une totale impassibilité. Il se penche, il serre la main de Morogiaferi. Mon cher maître, si quelqu'un avait pu m'épargner la mort, c'est bien vous. Merci. Mais dites-vous bien que dans toutes les batailles, il y a des tués. Alors, avant d'aller voir le président de la République pour une dernière offensive, pour plaider la grâce, Morogiaferi va dans la cellule de Landru et lui dit « Mais enfin, Landru, je vous en supplie maintenant, dites-moi la vérité. Il n'y a que la vérité qui puisse vous sauver. Mais je vais vous la dire, dit Landru. Mon cher maître, vous avez droit à la vérité. Les 10 femmes et le jeune homme que j'ai tués, je les ai fait brûler avec une allumette bougie de la Régie française. Vous voyez que la Régie fait des progrès. Bien entendu, la grâce sera refusée. Et quelques semaines plus tard, à l'aube, on viendra chercher Landru dans sa cellule. Avez-vous des révélations à faire? Mais puisque je suis innocent, dit Landru, pourquoi voulez-vous que je vous fasse des révélations? Cette question est insultante. Oui, révélation, on aurait bien voulu savoir quand même comment il avait tué ces femmes. Les avait-il étranglées? Les avait-il empoisonnées? Les avait-il tuées avec des armes à feu? Nous savons qu'il y avait à Gambé un fusil de chasse et 2 revolvers. Fernand de Segré les a vus. Maurice Landru a témoigné que son père les possédait, et même Fernand de Segré a dit que Landru était d'une adresse remarquable au revolver. Un jour, d'assez loin, il lui a dit « Je vais te montrer comment on sonne à l'américaine ». Il avait tiré au revolver sur la sonnette, et la sonnette avait retenti. Alors est-ce avec un fusil qu'il a tué ces femmes? Peut-être dans leur sommeil, mais attention, c'est que il donne même l'heure de la mort dans ses carnets. Et souvent, c'est en plein jour. Alors même cela, on n'en est pas sûr et on frémit. On s'est dit, mais cette femme qui, un instant auparavant, n'avait entendu que des mots d'amour et qui s'émerveillait de l'infinie délicatesse de cœur de M. Dupont, de M. Frémier, de M. Diard,
Eh bien, cette femme qui voyait tout à coup l'homme avec un revolver ou un fusil prêt à l'assassiner. Et je pense à monsieur Cuchet, fils, à madame Cuchet. Il n'a pas pu les tuer en même temps, il y a eu un survivant et l'horreur quand on pense que le survivant a pu s'enfuir, la chasse à l'homme. Vous savez, il fait rire, Landru, il a tout fait pour ça, il a des mots à l'emporte-pièce, mais tout de même, il y a ça qu'il ne faut pas oublier, qui est abominable. Alors oui, avez-vous des révélations à faire? Il n'en fait pas. L'abbé aumônier de la prison attend dans le couloir. Landru, voulez-vous assister à la messe? Ce serait avec plaisir, monsieur l'abbé. Mais voyez-vous, ces messieurs attendent. Je n'ai pas le droit de les faire attendre. Alors, le lendemain, les journaux paraîtront à peu près toujours avec le même titre. Landru est mort en emportant son secret. Oui, sans doute le secret de la façon dont il a tué toutes ces femmes. Mais pas d'autre secret. Parce que cette menace qu'avait brandie maître de Moreau-Giaferi à l'usage des jurés, messieurs les jurés, songez à votre désespoir si dans quelques années l'une de ces femmes reparaît. Songez au cauchemar qui vous accompagnera jusqu'à la fin de vos jours. Eh bien non, aucune de ces femmes n'a reparu jamais. La menace brandie par maître de Moreau-Giaferi a fait long feu. On ne parle même plus d'elle, de ces pauvres femmes. Mais on parle de Landru, on en parle même souvent, on en parle beaucoup. Et étrangement, on en parle sans hostilité. On en parle même souvent avec un sentiment qui ressemble à de la sympathie. Pourquoi? Eh bien parce que Landru, bien sûr, était un monstre, mais c'était un monstre qui faisait rire. Comme quoi, en France, il est toujours utile de mettre les rieurs de son côté, même quand on a tué 11 personnes.